Bien, bonjour tout le monde, c'est Pierre-Olivier Pinault qui est avec vous pour ce webinaire sur la présentation de notre rapport Portrait et pistes de réduction des émissions industrielles de gaz à effet de serre au Québec. Je vous remercie de vous être inscrit et de participer à ce webinaire. Donc vous allez voir la présentation et vous allez m'entendre. Vous pouvez aussi mettre vos questions dans la section questions et je vais y répondre au fur et à mesure si c'est nécessaire et puis plutôt vers la fin de notre heure ensemble si ce sont des questions qui peuvent attendre la fin. Donc c'est un rapport que nous avons fait à plusieurs et euh, j'aimerais vous présenter donc dans l'ensemble des contributeurs et des partenaires. C'est vraiment un effort collectif de la chaire de gestion du secteur de l'énergie avec nos partenaires que vous voyez à l'écran, notamment l'équipe du CIREC, de Polytechnique, du CTTEI et les partenaires industriels du CPEQ, de la FCCQ et du CPQ. Nous avons aussi bénéficié de relecteurs du milieu industriel qui ont pu relire le rapport avant qu'il soit publié et faire des commentaires. Donc, vous avez l'ensemble des personnes qui ont été impliquées, de proches ou de loin. On aimerait évidemment remercier le Fonds de recherche du Québec, Nature et Technologie, le Fonds vert et le ministère de l'économie et de l'innovation qui ont permis de financer ce projet. On nous demande si les diapositives vont être rendues disponibles et oui, tout l'ensemble des diapositives va être rendu disponible. C'est pas encore le cas, mais c'est certain que nous allons le mettre sur le site web par la suite. C'est un projet, je vais revenir en arrière, c'est un projet qui fait partie ce rapport-là fait partie d'un projet de recherche sur le potentiel de l'économie circulaire, sur la réduction des gaz à effet de serre des émetteurs industriels québécois. Nous voulons effectivement explorer le potentiel de l'économie circulaire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce rapport est un portrait des émissions avec des pistes technologiques, mais simplement pour le contexte général, nous sommes aujourd'hui encore dans une économie linéaire où on a une consommation de ressources, on extrait des ressources, on les transforme, on les distribue, on les utilise et trop souvent ils se terminent à la décharge et parce qu'on n'a pas une boucle fermée qui nous permet de réutiliser ces matières pour être réintégrées dans la chaîne de valeur de différents produits et services. Donc, progressivement, il va falloir aller vers une économie plus circulaire où on ne fait pas simplement que réutiliser les matières rejetées, mais qu'on utilise nos produits avec une intensité plus grande. On prolonge la vie des produits pour ne pas avoir à les remplacer constamment. Et une fois qu'ils sont arrivés véritablement en leur fin de vie, eh bien, on leur redonne une nouvelle vie à travers le recyclage, le compostage, la valorisation dans une écologie industrielle beaucoup plus intégrée. Et cette économie circulaire vers laquelle il faudrait tendre, eh bien, on doit la bâtir, on doit changer certains éléments. Et c'est le deuxième volet de notre projet de recherche va se pencher sur quelques sous-secteurs industriels du Québec pour voir dans quelle mesure ces sous-secteurs peuvent développer, déployer des solutions d'économie circulaire. Mais pour le présent rapport, ce qu'on veut vraiment analyser, c'est les émissions de gaz à effet de serre au Québec. Dans le secteur industriel, on va simplement faire un petit retour en arrière de 1990 à 2017. Nos émissions de gaz à effet de serre ont bel et bien baissé de 86 millions de tonnes à 78 millions de tonnes. 2017, c'est la dernière année pour laquelle on a un inventaire disponible. C'est l'inventaire fédéral pour le Québec. 2017, 2018, 2019, l'économie a plutôt bien été. Il n'y a pas eu de changement radical dans nos modes de consommation. Donc, on peut présumer qu'en 2019, on est autour du même chiffre de 78 millions de tonnes. Ce qui veut dire qu'en 2020, nous allons rater notre cible d'émission qui est de environ 68 millions de tonnes, c'est-à-dire 20% sous le niveau de 1990. Donc, on est environ une dizaine de millions de tonnes au-dessus de notre cible d'émission pour 2020 et pour 2030, il va falloir réduire bien davantage et pour 2050,
Vous le voyez en bas à droite de l'écran. Il faudra qu'on se rende à 17 millions de tonnes. C'est extrêmement important comme réduction par habitant. Aujourd'hui, on est environ à 9 millions de tonnes. Il faudrait qu'on se rende à 2 millions de tonnes pour 2050. Il va donc falloir faire des éléments, des changements majeurs dans notre manière de consommer et de produire. Le secteur industriel est un secteur important. Quand on regarde l'utilisation de l'énergie au Québec, le secteur industriel qui inclut l'agriculture et les usages non énergétiques dans notre analyse, c'est 40% de la consommation d'énergie au Québec, c'est le secteur industriel. Le secteur du transport, en termes de consommation d'énergie, c'est 29% et le bâtiment 31%. Évidemment, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ça va être très différent comme bilan, puisque on a énormément d'électricité autant dans le secteur des bâtiments que dans le secteur industriel. Donc, le secteur du transport, qui ne représente que 29% de notre consommation d'énergie, va représenter 44% des émissions, puisque dans le secteur du transport, on a essentiellement des produits pétroliers. Le secteur industriel représente aussi 44% de nos émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on a inclus l'agriculture et les déchets. Je vais faire une petite parenthèse pour dire que nous avons atteint le maximum de participants pour le webinaire de 100 participants. Alors je vous remercie les 100 personnes qui sont inscrites pour écouter ce webinaire sur le portrait des pistes de réduction des émissions de gaz à effet de serre industrielles au Québec. Donc, le premier constat que nous allons faire, c'est que les émissions du secteur industriel, incluant l'agriculture et les secteurs des déchets, représentent 44% de nos émissions. C'est important, aussi important que le secteur du transport. Si on se penche particulièrement sur ces émissions, c'est parce qu'on parle beaucoup d'électrification des transports, on parle dans une moindre mesure des bâtiments, mais le secteur industriel est, nous croyons, beaucoup moins bien couvert dans l'analyse des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est un secteur qui, à cause de son importance, doit être couvert. C'est aussi un secteur, contrairement au secteur du transport et beaucoup de secteurs du bâtiment, c'est un secteur qui génère beaucoup de richesses pour le Québec. On a véritablement une productivité qui arrive avec le secteur industriel. Tandis que dans le transport des personnes, c'est évidemment essentiel, mais on a besoin de mobilité, mais ça ne génère pas de PIB directement dans tout ce que le transport individuel. Il y a évidemment le transport des marchandises qui, lui, est associé à une création de valeur ajoutée, mais c'est le transport des marchandises représente une plus petite proportion des émissions de gaz à effet de serre que le transport des personnes. Donc, nous allons vraiment nous pencher sur le secteur des industriels. La table des matières du rapport est la suivante. Donc, le rapport a une introduction. Il fait le point sur les émissions industrielles de gaz à effet de serre au Québec et il a une section importante sur des profils sectoriels. Et c'est probablement là une grande valeur ajoutée du rapport. C'est que au-delà de la présentation globale des émissions industrielles, on regarde vraiment les secteurs des profils sectoriels en allant en détail et en regardant véritablement des données sous-secteur par sous-secteur tirées de différents inventaires et des différents mécanismes de déclaration obligatoire des émissions de gaz à effet de serre que le gouvernement fédéral et provincial demande aux grands émetteurs industriels de remplir. Donc, on profite de données publiques sur des émissions des grandes industries. On a une section dans le rapport sur les perspectives technologiques de réduction des émissions. Cette perspective technologique, aujourd'hui, nous n'allons pas rentrer dans le détail, on va faire un aperçu, mais ce sont vraiment, étant donné la grande diversité des technologies et des possibilités de réduction des GES dans les différents sous-secteurs, ça serait fastidieux de couvrir toutes ces perspectives technologiques en détail, mais on va faire un aperçu et on va conclure sur des grandes pistes de réduction des gaz à effet de serre au Québec. Donc là, vous avez ici dans le graphique que vous voyez à l'écran, l'évolution des émissions de gaz à effet de serre pour les différents sous-secteurs québécois.
Donc vous voyez qu'on a grosso modo une réduction de l'ordre de 11% des émissions de gaz à effet de serre. Les émissions non énergétiques, donc il faut d'abord faire cette distinction entre les gaz à effet de serre de sources énergétiques, donc qui sont liées à la combustion de produits pétroliers, de gaz naturel et dans une bien moindre mesure de charbon. Elles ont diminué de 7%, essentiellement, comme vous le voyez, grâce à des réductions des industries manufacturières. Et dans le secteur résidentiel, on a aussi eu une électrification du chauffage, donc ce qui a amené à une diminution de la combustion de mazout, de produits pétroliers dans le secteur résidentiel. Donc, on a une réduction importante en termes de pourcentage dans les industries manufacturières et dans le résidentiel. Le deuxième type d'émissions de gaz à effet de serre sont les émissions non énergétiques, c'est-à-dire celles qui ne sont pas liées à la combustion de de produits pétroliers, de gaz naturel ou de charbon, mais qui sont liées à des processus, des procédés industriels. Par exemple, quand on fait de l'aluminium, et vous voyez ici le bilan de l'aluminium qui a diminué de l'ordre de 40% durant les 26 années couvertes par les données ici, eh bien, on a diminué les émissions de CO2 en grande partie, mais aussi des émissions d'autres gaz à effet de serre qui sont liés aux procédés liés à l'électrolyse et donc qui ne sont pas liés à l'utilisation d'énergie pour l'électrolyse, puisque l'électricité québécoise pour la production d'aluminium est déjà décarbonisée. Au Québec, on utilise de l'hydroélectricité, donc c'est une électricité sans émission de gaz à effet de serre lors de la production. Dans les émissions non énergétiques, vous voyez deux autres secteurs importants, les déchets, donc qui vont mener à des émissions de méthane, de CH4, lorsque les matières organiques se décomposent dans les dépotoirs. Sans oxygène, ça vous donne des émissions de méthane. Il y a une bonne diminution de 1/4 des émissions depuis 1990 qui ont eu lieu. Il reste quand même de l'ordre de 4 millions de tonnes dans ce secteur-là à éliminer. En agriculture, on a aussi une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. En agriculture, les émissions de gaz à effet de serre sont essentiellement liées à l'élevage animal, donc des émissions de méthane liées à la digestion entérique, donc des bovins essentiellement, et aussi aux fumier. Donc on aura des émissions de CH4 et des émissions liées aux engrais azotés que l'on met pour l'agriculture intensive et qui vont se transformer et devenir du protoxyde d'azote, du N2O. Et donc l'azote, le N de l'engrais va ultimement se retrouver dans l'atmosphère au fil du temps quand il se dégrade et se transforme dans la terre. Et donc on a au niveau de l'agriculture une augmentation. Donc vous voyez, dans beaucoup des secteurs, on a une diminution des émissions. En transport, par contre, on a une augmentation importante de l'ordre de 22% de nos émissions. Si ce n'avait été de l'augmentation des émissions en transport, le bilan québécois serait évidemment bien meilleur que ce qu'il n'est actuellement et on aurait pu imaginer atteindre nos cibles de réduction de gaz à effet de serre pour 2020 si ce n'avait été des fortes augmentations dans le secteur du transport. Une autre manière de visualiser les émissions de 2016 sont à travers ce diagramme Sankey où on voit pour les sources d'énergie qu'on utilise donc et pour le secteur industriel. Donc ça c'est un zoom pour l'année 2016 mais seulement sur le secteur industriel. Donc on a enlevé le secteur du transport et les secteurs des bâtiments de ce graphique. Et là on voit les produits pétroliers, le gaz naturel et le charbon, donc environ 1 million de tonnes dans le charbon, qui est 1 million de tonnes de gaz à effet de serre qui est lié au charbon au Québec, 7 millions de tonnes pour les produits pétroliers et pour le gaz naturel. Et vous voyez dans les différents secteurs dans lesquels on utilise ces sources d'énergie et aussi les émissions énergétiques et les émissions non énergétiques qui sont inclus, qui surviennent de ces différents secteurs-là. Donc, par exemple, dans le secteur de l'aluminium, on a des émissions énergétiques parce qu'il y a une consommation de gaz naturel dans le secteur de l'aluminium, mais en grande partie, environ les 5/7 sont des émissions non énergétiques liées au procédé de l'électrolyse, essentiellement pour l'aluminium. Mais cette boîte-là contient aussi d'autres usages industriels, donc pour d'autres métaux non ferreux qui ont mené donc aux chiffres que vous voyez. Ce
graphique-là a été créé avec des informations publiques, mais qui sont forcément incomplètes parce que les informations de Statistique Canada ont souvent une valeur de confidentialité. Donc, c'est pas, on a reconstruit certains flux ici énergétiques. Et notamment pour le charbon, ce n'est pas toujours facile de savoir où est-ce que le charbon au Québec est utilisé. Et grosso modo, c'est ce que nous avons déduit, mais euh, c'est toujours important de savoir que c'est le meilleur des informations, mais qu'elles ne sont pas parfaites. Donc, vous avez le deuxième constat qu'on peut faire. Le premier constat qu'on faisait dans le secteur de l'industrie, c'était que les émissions industrielles étaient importantes en termes de valeur absolue. On a 44 au global, on a 44% des émissions québécoises qui sont dans du secteur industriel. Le deuxième constat qui est important, c'est que dans le secteur industriel, la majorité, on le voit ici, sont des émissions non énergétiques. Et ces émissions non énergétiques, elles sont liées à du CO2 de procédés, elles sont liées à du méthane de l'agriculture et du protoxyde d'azote et à différentes sources d'émissions de GES. Et pourquoi c'est important de le souligner, que ces émissions non énergétiques sont importantes, c'est parce que l'électrification des processus et les énergies renouvelables dans les processus industriels ne vont pas résoudre tous les problèmes. Il va falloir évidemment réussir à réduire la consommation d'hydrocarbures et à passer à des énergies non émettrices, mais il restera des procédés industriels qui vont être importants à transformer parce que ces procédés-là ne pourront pas être améliorés avec des énergies renouvelables. Si on continue notre portrait général des émissions industrielles, ici vous voyez secteur par secteur l'évolution des émissions de gaz à effet de serre pour les différents sous-secteurs entre 1990 et 2016. Donc on voit essentiellement le secteur le plus important, celui de l'aluminium, même si c'est marqué fonte et affinage non ferreux, c'est essentiellement le secteur de l'aluminium qui a réalisé d'énormes réductions de gaz à effet de serre, essentiellement dans les GES non énergétiques, tout en augmentant sa production. Donc ce sont vraiment des gains de productivité liés à différentes innovations dans le secteur. Le secteur agricole, lui, a pour sa part augmenté en termes d'émissions, des émissions énergétiques qui passent de 1 million de tonnes à 1,8 million de tonnes et une légère réduction des émissions non énergétiques. Dans le secteur des déchets, on a une réduction des émissions non énergétiques. Encore une fois, c'est du méthane. Dans le secteur des pâtes et papiers, vous voyez de grosses réductions qui sont liées à différents facteurs. D'une part, les pâtes et papiers sont passés à travers une crise importante au niveau des marchés. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a une crise importante dans le secteur des pâtes et papiers avec plusieurs fermetures. Mais la situation économique difficile a mis des pressions compétitives énormes sur l'industrie, qui a donc cherché à faire de l'efficacité énergétique et à passer à des combustibles moins émetteurs ou qui sont carboneutres comme la biomasse. Et donc, on a réussi à réduire de façon extrêmement importante les émissions dans le secteur des pâtes et papiers, à la fois à travers des fermetures, mais aussi à travers des innovations en termes d'efficacité énergétique. Et on voit pour différents secteurs, en fait, c'est une réduction qu'on visualise, qu'on peut constater en fait entre les années 1990 et 2016. On voit des réductions dans beaucoup de secteurs, un petit changement entre les proportions de gaz à effet de serre énergétique et non énergétique. Et c'est ce qui nous amène à notre sujet, donc les émissions de gaz à effet de serre industrielles. On a pour ce rapport pu bénéficier de différentes sources de données, comme je le mentionnais un peu plus tôt, qui sont liées à des sources fédérales, notamment le programme de déclaration de gaz à effet de serre du gouvernement fédéral, donc qui oblige les grands émetteurs à déclarer leurs émissions de gaz à effet de serre à Environnement et Changement climatique Canada. Et donc, quand on regroupe ces déclarations obligatoires des grands émetteurs, ce sont tous les émetteurs de 25 000 tonnes, en fait de 50 000 tonnes et plus
jusqu'en 2017. Après 2017, ce sont tous les émetteurs de 10 000 tonnes annuelles et plus qui doivent déclarer obligatoirement au fédéral. Eh bien, on voit l'évolution de ces émetteurs-là. En 2004, on avait 53 grands émetteurs au Québec. En 2016, on en avait 81, donc on a un plus grand nombre de grands émetteurs qui doivent déclarer leurs émissions au fédéral, au fédéral comme au provincial. Mais on le voit, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué, même si là, ici, ce programme de déclaration obligatoire, il n'a commencé qu'en 2004. Donc ici, on a un horizon temporel qui ne couvre que 2004 à 2016. Mais on le constate, même depuis 2004, il y a une baisse des émissions pour l'ensemble de ces secteurs-là. Et ça, donc, c'est un sous-ensemble de ces secteurs industriels, puisque ce ne sont que les grands émetteurs qui doivent déclarer. Les grands émetteurs sont sujets à une déclaration au fédéral, tout comme au provincial, un petit peu comme on le fait pour les impôts. On a 2 déclarations d'impôts à réaliser. Et donc, on a une déclaration, ces grands émetteurs ont aussi une déclaration à réaliser au niveau provincial. Et donc là, vous avez ici les données déclarées au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Donc, vous les voyez ici, les données sans biomasse, elles sont un peu plus élevées puisque au provincial, ces émetteurs-là sont tous les émetteurs de 10 000 tonnes et plus annuels qui doivent déclarer leurs émissions provinciales. Et donc, on en a un plus grand nombre qui doivent le faire et qui, cumulativement, donc, ont une plus grande quantité d'émissions de gaz à effet de serre déclarées. Si on inclut les émissions liées à la biomasse, donc quand on brûle, notamment dans le secteur des pâtes et papiers, quand on brûle des copeaux de bois, différents types de biomasse, eh bien, on a des émissions de gaz à effet de serre. C'est important de se rendre compte qu'elles sont importantes, de l'ordre de 10 millions de tonnes. Elles ne sont pas comptabilisées dans les inventaires nationaux, ces émissions liées à la biomasse, mais ce sont néanmoins des émissions de CO2 qui sont considérées étant carboneutres, puisque lorsque les forêts vont repousser, le CO2 va être recapturé, le carbone va être recapturé par les arbres et va être séquestré dans la végétation jusqu'à temps que cette végétation soit réutilisée. Mais il y a un cycle naturel. S'il est bien géré, ce cycle naturel, cela fait en sorte que nous avons un cycle carboneutre. Et donc, on a ces émissions-là. Et donc, on a, dans tous les cas, une réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont tirées de ces déclarations individuelles. Si on regarde les secteurs, en fait, encore une fois, on re-regarde les secteurs et les émissions par secteur industriel. Vous les voyez ici. Et si on regarde en proportion de quel type d'émissions on a donc des émissions de CO2 liées à la combustion, qui ne sont pas liées à la biomasse, mais donc des émissions de non biomasse, mais la combustion et au procédé. Donc c'est CO2 non biomasse, c'est procédé et combustion. Des CO2 de la combustion de la biomasse. Et vous avez les émissions de méthane et d'autres gaz à effet de serre qui sont présents ici. Ce que ces informations-là, grâce à ces inventaires et ces registres d'émissions de grands émetteurs, nous permettent de faire en fait des cartes assez précises de où se trouvent les émissions industrielles au Québec. Donc, on peut voir par sous-secteur où elles se trouvent. Et donc, vous voyez sur cette diapositive-là, vous voyez les différents points qui correspondent selon les couleurs à différents sous-secteurs. Et dans le graphique de droite, vous voyez selon l'intensité du rouge, vous voyez l'intensité des émissions dans les différentes régions québécoises. Et donc évidemment dans la région de Montréal et dans la vallée du Saint-Laurent, vous avez différentes grandes industries qui sont présentes et avec des niveaux d'émissions importants. Sur la côte nord, vous avez les alumineries et des différentes industries, notamment l'acier, qui vont être liées à des émissions. Et vous avez évidemment dans le secteur minier, dans le nord du Québec et en Abitibi, vous allez avoir aussi des centres d'émissions importants. Nous avons pu, grâce à ces informations-là, aller plus en détail et faire des fiches pour avoir davantage une meilleure compréhension et un meilleur portrait des indicateurs de GES dans les sous-secteurs industriels. Donc, on va passer en revue ces différents sous-secteurs. Donc, voici tous les sous-secteurs sur lesquels nous avons pu faire ces fiches-là. Vous allez remarquer que le secteur agricole ne fait pas partie de ces indicateurs-là. Le secteur agricole ne fait partie des indicateurs parce que
parce que le secteur agricole étant un secteur où on a une multitude de petits émetteurs, ils n'ont pas ces petits émetteurs à remplir des les déclarations obligatoires de gaz à effet de serre que le gouvernement demande à aux grands émetteurs de 10 000 tonnes et plus par année. Donc, nous n'avons pas sur le secteur agricole davantage, mais sur les autres secteurs, on en a. Et on ne va pas passer en revue par manque de temps tous ces sous-secteurs, mais je vais quand même donner un aperçu des principaux secteurs qui sont mentionnés ici et qui sont dans le rapport. Donc, vous pouvez avoir accès dès maintenant au rapport complet sur Internet. Et je vais vous redonner le lien pour aller chercher ce rapport-là à la fin des diapositives. Donc, si on commence par le secteur minier, vous voyez ici les localisations des principaux émetteurs dans le secteur. Vous avez donc les déclarations, le nombre de déclarants. Donc, on a 16 déclarants au niveau du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique provincial, 7 déclarants au niveau fédéral. Au niveau fédéral, encore, il y en a un plus petit nombre de déclarants parce que le seuil de déclaration était plus élevé à l'époque. Il a changé. Maintenant, c'est le même seuil, c'est 10 000 tonnes et plus pour la déclaration, mais pour ces données-là, le seuil de déclaration au fédéral était 50 000 tonnes annuellement, comme seuil qui obligeait les industries à déclarer. Et vous avez donc la ArcelorMittal qui est le plus gros exploitant minier en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et vous voyez les émissions, l'évolution des émissions pour différentes installations déclarantes et qui sont globalement assez stables. Et dans ce secteur-là, ce sont essentiellement des émissions de combustion qui sont liées à l'activité. Pourquoi? Et quand on gratte un petit peu, et là dans le rapport, on explique un petit peu d'où viennent les émissions d'un secteur minier, vous n'êtes pas sans le savoir, il faut quand on gratte un petit peu au sens figuré et littéral, une mine c'est aller chercher dans la terre et donc il faut vraiment creuser, gratter et aller profondément et tout ça, ça demande de l'énergie. Ce sont des secteurs qui ne sont pas électrifiés, qui sont souvent hors, pas toujours, mais souvent hors du réseau d'Hydro-Québec. Donc, ils doivent, lorsqu'ils ont besoin d'électricité, ils doivent la produire eux-mêmes avec du diesel. Et c'est donc beaucoup de combustion, soit de machinerie, soit liée à la production d'électricité, qui vont expliquer ces émissions de gaz à effet de serre. Là, vous voyez donc l'évolution des émissions globales pour le secteur, autant du CO2 que les petites émissions d'autres sous-secteurs. Vous voyez que c'est assez stable et légèrement déclinant au fil des ans. Et encore une fois, c'est essentiellement du CO2 qui est émis dans ce secteur des mines. Pour les pâtes et papiers, on peut faire la même analyse. On voit encore une fois où se trouvent, d'un point de vue géographique, les différents points d'émission. On a une certaine concentration dans la vallée du Saint-Laurent, mais on voit quand même qu'il y a, encore une fois, autour du lac Saint-Jean et en Abitibi, d'autres grands émetteurs. Vous avez la liste de ces émetteurs ici avec leur importance. Si on a une si grande disparité au niveau des émissions totales entre les émissions déclarées au ministère provincial par rapport au fédéral, ici vous voyez de l'ordre de 1 million de tonnes à 7 millions de tonnes, c'est parce que on inclut dans le 7 millions de tonnes toutes les émissions liées à la biomasse qui ne sont pas à déclaration obligatoire au niveau ou si elles sont à déclaration obligatoire, elles ne sont pas divulguées dans les chiffres que donne le ministère fédéral de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique. Donc, ces déclarations de biomasse sont là et on voit, encore une fois, de 2004 à 2016, un déclin dans la majorité de ces sous-secteurs-là qu'on peut voir de façon agrégée. Donc, ici, vous avez en bas à gauche de ce graphique-là, vous voyez les évolutions individuelles des différentes installations déclarantes qui sont donc globalement en déclin, mais de façon agrégée, vous le voyez aussi, un déclin des émissions. Après la crise de 2009, il y a eu une certaine réaugmentation, mais qui s'est stabilisée depuis, et on voit donc les émissions de GES dans le secteur des pâtes et papiers qui est largement en déclin, comme on le voit ici. Et c'est beaucoup de CO2 de biomasse, je le mentionne à l'avance, parce qu'on a déjà aujourd'hui, comme c'est du CO2 qui est très concentré
au niveau des usines de pâté papier, c'est du CO2 concentré qui pourrait être sujet à un captage et une valorisation de ce CO2. On a par exemple l'usine Résolue, une usine Résolue qui déjà a un projet pilote de captation du CO2 et avec ce CO2 qui est injecté dans des serres pour favoriser la croissance des concombres. Et donc, on peut imaginer un plus grand déploiement, une réutilisation de ce CO2 qui pourrait contribuer à réduire les émissions de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, ça, c'est une source ici d'éventuelles réductions des émissions de CO2. Une problématique qu'on a par contre, c'est que comme ces émissions de CO2 ne sont pas comptabilisées dans les inventaires officiels pour lesquels on cherche à tarifer le carbone, et par exemple, le marché du carbone n'exige pas d'avoir des droits d'émission pour ce CO2. Il y a un problème justement dans la valeur. Si on cherche à valoriser ce CO2, à le capter et pour réduire les émissions et le valoriser, eh bien pour l'entreprise, ça n'est pas associé à une réduction de ses obligations pour satisfaire aux obligations là d'avoir des droits d'émission correspondant à leurs émissions totales, parce que ce ne sont que les émissions de combustion d'hydrocarbures ou de procédés qui sont sujets au marché du carbone. Donc on a un enjeu ici qui va être pertinent sur lequel il va être pertinent de se pencher dans les années à venir, parce que il va falloir favoriser la captation du carbone, mais ça n'est pas favorisé pour ces émissions de biomasse, même s'il il y a un potentiel réel pour capter ce CO2. Dans les produits chimiques, un secteur quand même important avec au global près de 2 millions de tonnes de GES, très lié à l'est de Montréal et à Varennes, où on a aussi un pôle industriel important qui émet qui émet des gaz à effet de serre dans ce secteur-là. Donc vous avez un petit peu le portrait à la fois géographique et des émissions du secteur des produits chimiques. Quand on parle de chimie verte, eh bien, on va pouvoir probablement passer d'utilisation pour les procédés chimiques, donc de gaz naturel et de produits pétroliers, passer à des molécules de carbone et d'hydrogène qui sont issus de la biomasse ou qui sont issus de matières renouvelables. Donc, on pourrait avoir au niveau des procédés des nouvelles sources d'émissions, et ça va être quelque chose à regarder dans les années à venir, tout comme pour la combustion, qui est quand même assez important dans ce secteur-là, une panoplie de solutions qui pourront être développées dans les années à venir. On est encore une fois une tendance plutôt déclinante, essentiellement grâce à des gains d'efficacité énergétique et des améliorations technologiques. Quand on le regarde d'une manière globale, on a une certaine décroissance des émissions dans le secteur des produits chimiques, mais on est encore loin d'une décroissance qui correspond aux ambitions que le gouvernement donne pour le Québec. Et donc, ça va être important de trouver des procédés qui vont nous permettre de faire le saut nécessaire pour réduire les émissions dans les années à venir. Les secteurs manufacturiers, les autres secteurs manufacturiers, qui est un secteur extrêmement disparate parce qu'il y a énormément de petits acteurs quand on le regarde ici au niveau du nombre d'installations déclarantes des émissions de gaz à effet de serre, donc de 10 000 tonnes annuellement et plus. Au niveau provincial, on voit qu'il y en a 116, donc on a un nombre de joueurs extrêmement grand. Évidemment, il n'y en aura qu'un petit nombre qui sont en termes d'émissions, qui sont des acteurs significatifs, c'est-à-dire ils sont tous significatifs, mais avec des émissions importantes. Donc, on voit ici la liste des plus grands émetteurs dans ce secteur-là, toujours pour la plupart d'entre eux en amélioration. Mais ce ne sont pas des changements de paradigme, ce sont des gains d'efficacité durement gagnés avec des programmes et différentes initiatives. Mais il va falloir, encore une fois, aller beaucoup plus loin. On le voit, beaucoup d'utilisation de la biomasse dans ce secteur-là. Par exemple, pour mentionner un parmi d'autres, Tafisa, qui, dans la région de Sherbrooke, utilise beaucoup de biomasse pour sa production de panneaux contreplaqués.
et donc il y a une certaine utilisation de la biomasse dans les processus de Tafisa. Et d'une manière globale, pour le secteur manufacturier, on a une légère augmentation au total des GES, mais aussi on a depuis 2004, on ne le montre pas ici, mais on a un certain développement du secteur manufacturier. Donc ce n'est pas, ça s'accompagne en termes de valeur générée, de valeur de PIB ou de valeur ajoutée qui est générée par la production manufacturière. C'est impressionnant de voir des émissions de GES qui sont constantes à ce niveau-là. Et on voit aussi quel type de CO2, quel type de gaz à effet de serre est émis, essentiellement du CO2 issu de la biomasse et d'autres choses que la biomasse, et après des gaz à effet de serre plutôt spécialisés dans d'autres sous-secteurs. Je passe à l'aluminium qui va être le dernier, non, il nous reste pas avant-dernier, mais avant-avant-dernier sous-secteur qu'on va survoler. Vous voyez pour le secteur de l'aluminium les différentes pôles d'émissions et les différentes industries qui sont dans ce secteur-là, avec des améliorations importantes. Mais comme on le disait déjà, ce sont essentiellement liés aux procédés, donc aux anodes qui sont aujourd'hui des anodes en carbone, et ces anodes en carbone dans l'électrolyse vont être la source des émissions de CO2 dans le secteur. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de CO2 qui n'est pas lié à la biomasse, mais qui est vraiment lié ni ou très peu aux hydrocarbures, mais qui est surtout aux procédés. La grosse amélioration qu'on a eue dans le secteur de l'aluminium, c'est aussi au niveau des PFC et en ayant une électrolyse qui a été les processus d'électrolyse qui ont été très améliorés, on a réussi à beaucoup améliorer les émissions de ces PFC que vous voyez décliner ici de près de 3 millions de tonnes à quelque chose de proche du million de tonnes. Donc on a une grosse amélioration qui pourrait continuer dans le futur si on a, et là c'est un petit peu dans les solutions technologiques, mais tout le monde a entendu parler vous avez probablement entendu parler de Elysis et des nouveaux projets d'anodes inertes qui sont une avenue technologique qui permettrait justement de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l'aluminium. Les deux secteurs suivants que je veux mentionner sont celui du ciment et du raffinage par la suite. Dans le secteur du ciment, vous avez les quatre principaux aujourd'hui en 2019, parce que on aurait la cimenterie de McInnis de Port-Daniel en Gaspésie qui s'ajouterait au bilan, mais en 2016, elle n'était pas encore en opération, donc c'est pour ça qu'elle est absente. Mais vous voyez les quatre grands groupes qui produisent du ciment au Québec, qui ont somme toute des émissions de gaz à effet de serre plutôt en déclin globalement. Mais c'est difficile dans ce secteur-là. Les procédés sont extrêmement importants et donc il y a des besoins énergétiques et des procédés qu'il est très difficile de changer dans une industrie très compétitive avec des faibles valeurs ajoutées. Quand on compare la valeur ajoutée en aluminium comparée au ciment par tonne de gaz à effet de serre, dans le ciment, vous avez beaucoup moins de valeur ajoutée par tonne de gaz à effet de serre qu'en aluminium et que dans d'autres secteurs. Donc, ça rend dans ce secteur-là les gains beaucoup plus difficiles, mais il y a des pistes de solutions qui sont disponibles et qui peuvent être exploitées pour évidemment chercher à réduire les émissions bien au-delà de la tendance que vous voyez. Donc il y a une certaine tendance à la réduction et évidemment il va y avoir une cassure quand on va refaire ce graphique-là avec la cimenterie de Port-Daniel. Et bien évidemment il va y avoir une cassure parce qu'on va augmenter les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur. Mais on peut continuer à diminuer, à avoir une tendance à l'amélioration. Il y a différentes options qui s'offrent, qui pourront être exploitées. Dans le secteur du raffinage, on avait historiquement 3 déclarants au Québec, mais en 2011, la raffinerie Shell a fermé. Donc, vous voyez ici la ligne orange qui diminue et qui arrive à 0. Et donc ça illustre particulièrement bien ce qui se passe si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre sans prendre en compte la dynamique sectorielle. C'est que pour le Québec, ça a été plus d'1 million de tonnes qui ont disparu de l'inventaire québécois. Mais évidemment, ça n'a pas disparu du bilan mondial. On a simplement déplacé les émissions de raffinage du Québec à d'autres raffineries hors Québec. Pour l'inventaire global québécois, c'est une amélioration.
mais c'est évidemment pas ce genre d'amélioration que le Québec doit viser, parce que ce ne sont que des émissions qui ont été déplacées. Ce que le Québec doit viser, c'est évidemment garder son activité économique en réduisant les émissions. Là, vous voyez les deux raffineries du Québec, celle de Valero à Lévis et celle de Suncor à Montréal, qui à l'échelle québécoise sont des raffineries extrêmement, à l'échelle canadienne, pardon, sont des raffineries extrêmement performantes. Par litre de produits pétroliers raffinés, leurs émissions sont parmi les plus basses au Canada. Et je vous inviterai à consulter un petit rapport que la chaire de gestion du secteur de l'énergie a produit l'année dernière, justement pour comparer et mieux comprendre les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du raffinage à travers le Canada, et ce qui place nos raffineries québécoises dans une très bonne posture parce qu'elles sont plus efficaces et qu'elles ont, pour différentes raisons, notamment, et ça c'est parce qu'elles raffinent aussi elles raffinent du pétrole plus léger que d'autres raffineries canadiennes, et donc elles ont des émissions moins grandes parce que c'est un pétrole qui est plus facile à raffiner que dans d'autres secteurs. Mais globalement, c'est des raffineries qui ont un bilan enviable par rapport aux raffineries canadiennes. Et donc, vous voyez, globalement, vous le voyez, il y a une tendance à la baisse. Évidemment, la grosse chute est liée au départ de Shell, mais malgré tout, on voit qu'il y a une certaine décroissance, ou en tout cas un maintien des émissions de gaz à effet de serre, un maintien des émissions, alors que la production est optimisée dans ces raffineries-là. Et on a plutôt pas une augmentation importante de la production, mais plutôt une production qui se maintient et qui est légèrement, marginalement en hausse. Donc maintenant, passons aux perspectives technologiques de réduction. Avant de rentrer dans ces perspectives technologiques, il faut comprendre comment est-ce qu'on peut intervenir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et il faut comprendre qu'il y a vraiment 3 niveaux d'intervention. Le premier niveau d'intervention, c'est la gestion d'énergie et des processus en entreprise. C'est très important de savoir qu'en gérant de manière extrêmement rigoureuse l'énergie et les processus, on peut avoir des améliorations importantes au niveau de l'efficacité énergétique et des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, la gestion de l'énergie des processus est quelque chose sur laquelle il faut se pencher de façon extrêmement active. Dans beaucoup de cas, dans les industries québécoises, il y a une gestion très proactive de l'énergie, surtout pour les industries à forte intensité énergétique comme les alumineries, les raffineries, les papetières. Mais dans d'autres secteurs, notamment les industries manufacturières, où l'intensité énergétique n'est pas toujours au cœur de l'activité parce que les matières premières sont plus importantes dans la structure de coût que l'approvisionnement en énergie, eh bien, dans beaucoup d'industries qui n'ont pas une intensité énergétique aussi grande, la gestion d'énergie peut être sous-optimale. Et il peut y avoir des gains à réaliser au niveau il y a des gains qui peuvent être réalisés au niveau de la gestion de l'énergie. Et donc, il faut véritablement insister sur une meilleure gestion de l'énergie. Et dès aujourd'hui, avec les équipements qu'on a ou avec une amélioration marginale de notre gestion, on pourrait avoir des améliorations. Le deuxième niveau, ce sont les nouvelles technologies. Il faut toujours être à l'affût des nouvelles technologies. Et là, c'est toujours difficile. C'est difficile de faire des sauts technologiques parce que évidemment, il faut changer nos approches, changer des lignes de production. Et donc là, intégrer des nouvelles technologies dans des processus industriels, ce n'est jamais facile, et il faut un accompagnement, et ça va être important de comprendre comment amener ces nouvelles technologies dans les processus. Et le troisième niveau, c'est un niveau de changement de paradigme. Il faut refondre les écosystèmes industriels et aller vers l'économie circulaire pour qu'on ait davantage au niveau des industries, des grappes industrielles qui peuvent réutiliser des extrants d'une industrie pour qu'ils deviennent des intrants dans une autre industrie. Et là, évidemment, ça dépasse le cadre d'action d'une industrie seule et d'une entreprise seule, parce qu'il faut faire des accords avec d'autres industries pour pouvoir collaborer. Et c'est un petit peu ce genre de refonte d'écosystème que l'exemple que j'ai mentionné tout à l'heure de Résolu avec la serre Toundra, si ma mémoire est bonne, de concombre, est une illustration. C'est une illustration justement du fait que le CO2 d'une industrie peut devenir un intrant pour une autre industrie, et il faut le réfléchir.
il faut le penser. Et ça, c'est le genre de choses sur lesquelles il faut sensibiliser les gouvernements, les industries, les différents parcs industriels pour pouvoir le développer. On a déjà des exemples de synergie industrielle dans l'est de Montréal, à Varennes, à Bécancour, où on essaye de développer des synergies et des symbioses industrielles. Il va falloir le développer bien davantage. Le rapport en tant que tel que je vous présente aujourd'hui se penche essentiellement sur des nouvelles technologies. Donc, on y arrive à ces nouvelles technologies. Encore une fois, ça ne va être qu'un aperçu parce que c'est beaucoup de détails qui seraient un peu trop lourds de présenter un à un dans un webinaire. Le document les présente de manière, je dirais, vulgarisée et accessible. Évidemment, pour industrie par industrie, on peut aller plus loin, il faudra aller plus loin. Euh, Avant d'aller dans les technologies et les principales pistes technologiques, mentionnons les caractéristiques du secteur industriel parce que ces changements technologiques sont difficiles à réaliser parce que c'est un secteur avec une forte intensité en capital. Donc, c'est pas simplement une question de demain matin, on change de technologie. Il faut amortir les technologies parce qu'on a des longs cycles d'investissement. Ça se fait sur des décennies dans beaucoup de cas. Donc, c'est extrêmement important de comprendre ça, la dynamique des secteurs. Elle est différente d'un sous-secteur industriel à un autre, mais d'une manière générale, on a des longs cycles d'investissement avec des gros investissements. Il y a une très grande dépendance à l'égard du sentier technologique, c'est-à-dire que les choix technologiques qui ont été faits dans le passé nous lient jusqu'à un certain point aux choix technologiques qu'on peut faire dans l'avenir, et on a cette dépendance-là qui est difficile. Dans beaucoup de cas, la recherche et le développement ne se fait pas dans l'industrie, dans l'entreprise même, mais à l'externe. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Mais ce que ça amène, ça, comme dynamique, c'est que pour une entreprise, elle doit acheter elle doit faire sa R&D, elle doit acheter son développement technologique. Elle ne l'a pas à l'interne, et donc il y a un coût de transaction à trouver ces nouvelles technologies et ces nouveaux procédés qui pourraient l'aider. Et ce sont dans beaucoup de cas des structures industrielles rigides qui n'ont pas toujours la flexibilité pour introduire rapidement des nouveaux processus, notamment parce que une ligne de production, quand on fait un changement technologique, il faut l'interrompre. Et interrompre une ligne de production, ça implique des pertes de coûts pour l'entreprise. Donc ça vient limiter la flexibilité des changements technologiques. Et il y a toujours évidemment des calculs à réaliser, des calculs financiers de rentabilité pour faire ces changements technologiques. Donc ça amène jusqu'à un certain point une rigidité, et il faut comprendre ces caractéristiques-là parce que quand les gouvernements mettent des objectifs de réduction de gaz à effet de serre, il faut qu'on comprenne et que même non seulement les gouvernements mais le grand public comprennent ça, parce qu'on ne change pas d'industrie et de technologie aussi souvent, par exemple, qu'une voiture. Même si on ne change pas souvent de voiture, une voiture, on la change au Québec environ aux 5 à 7 ans, mais on ne change pas de technologie aussi rapidement en industrie. Les principales technologies et pistes de solutions technologiques. Ici, vous avez une liste des moteurs plus efficaces. Les moteurs en industrie alimentent un grand nombre de mécanismes et de processus. Donc, on a des nouveaux moteurs qui peuvent être très efficaces. Des procédés électrothermiques et catalytiques, ça, on parle beaucoup des fours. On a beaucoup au Québec de fours qui utilisent du gaz naturel, mais il se développe des technologies au Québec, des technologies, des électrotechnologies, de micro-ondes, d'infrarouge, d'ondes radio, de lumière ultraviolette, d'induction, des nouvelles électrotechnologies qui permettent d'atteindre des degrés de chaleur de manière sans émission de gaz à effet de serre et parfois de manière plus rentable. Et donc, il faut véritablement regarder tout ce qui est de ce côté-là parce qu'il y a des options qui vont se développer. On l'a mentionné ici, non, on l'a pas mentionné, mais l'électrolyse du CO2, la coélectrolyse du CO2 et de l'eau pour faire les hydrocarbures. Donc en fait, si on parle d'électrolyse de l'eau, on va avoir une production d'hydrogène sans émission de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, l'hydrogène qu'on produit au Québec, c'est essentiellement avec le réformage du méthane. Et donc, on va avoir des problèmes, des émissions de gaz à effet de serre avec la production d'hydrogène en combinant l'hydrogène avec du CO2,
qu'on pourrait obtenir et recycler, eh bien, on pourrait créer des nouvelles sources d'hydrocarbures qui seraient carboneutres parce que on pourrait le faire avec avoir du carbone, du CO2 qu'on recyclerait d'émissions de certains émetteurs et de l'hydrogène qui serait de l'eau. Tout ça, grâce à de l'électricité, si elle est renouvelable, ça nous amène à un processus d'hydrocarbures neutre. Ça coûte évidemment trop cher aujourd'hui pour qu'on y arrive, mais ce sont des pistes technologiques qui peuvent être développées et qui à terme pourraient être rentables, surtout si on a un prix du CO2 qui est très élevé. Des processus de gazéification thermique de la biomasse nous permettent aussi d'avoir des gaz qui sont intéressants pour faire des biocarburants, différents types de biocarburants. Donc là, c'est toute la filière de Enerkem, par exemple, et de processus un peu similaires qui peuvent nous amener à donc des carburants neutres d'un point de vue d'émissions de gaz à effet de serre. Des procédés biocatalytiques permettent, eux, de capturer le CO2. Et donc, l'exemple de Resolu que je vous ai mentionné, c'est grâce à un procédé développé par CO2 Solutions qui utilise ce genre de procédé biocatalytique pour capturer le CO2. Donc, la capture du CO2 à travers ce genre de procédé peut être utile pour après réutiliser le CO2, le valoriser dans d'autres usages ou le stocker si on trouve des manières de stocker. On a des nouvelles électrolyses avec anode inerte ou pour l'électroextraction du fer qui, pour le secteur de l'acier et pour le secteur de l'aluminium, sont prometteurs en termes de réduction de gaz à effet de serre. Évidemment, les technologies doivent être déployées, il y a encore des ajustements, mais ce sont des perspectives technologiques qui existent. On a aussi des procédés membranaires qui permettent de réduire les émissions qui permettent dans certains cas de réduire les besoins en énergie, notamment les besoins en vapeur, en filtrant des intrants pour éviter d'avoir à les chauffer davantage. Et l'exemple, qui est un exemple bien québécois que je vais vous donner, c'est celui du sirop d'érable. Si vous savez que le sirop d'érable, il faut faire chauffer l'eau d'érable pour obtenir notre sirop. Eh bien, avec des procédés membranaires, on peut justement filtrer en quelque sorte l'eau d'érable, éviter de la chauffer et par évaporation obtenir une concentration de sirop d'érable, de sucre d'érable assez forte pour faire le sirop. Et donc, avec des procédés comme ça, on peut filtrer pour augmenter la concentration de sucre dans l'eau d'érable et éviter donc de brûler et d'agir par évaporation. Et en termes de vapeur, on a plusieurs technologies qui permettent de faire des gains pour avoir le type de vapeur qu'on veut, notamment la compression mécanique de la vapeur, mais on a d'autres procédés pour avoir de la chaleur qu'il faudrait, et alors ça fait partie des procédés intéressants. Donc, ces différentes pistes technologiques qui sont très brièvement mentionnées dans ce webinaire, qui sont un peu plus poussées, il y a quelques pages sur ces différentes pistes technologiques dans le rapport. Évidemment, si on veut faire des programmes sérieux et pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, il va falloir que chacune des entreprises réalise justement des analyses détaillées de quelles sont les technologies les meilleures qui vous conviennent et que le gouvernement le réalise aussi pour savoir comment aider de manière optimale les entreprises à faire réaliser l'adoption de nouvelles technologies. Donc les constats du rapport, je vais aller rapidement là-dessus pour essayer de répondre à vos questions que vous avez commencé à me poser. Et donc là, on a donc le constat que j'ai déjà mentionné, des émissions industrielles qui sont importantes au Québec. Évidemment, ce chiffre est en quelque sorte gonflé par le secteur de l'agriculture qui représente 10% des émissions québécoises. Mais le secteur agricole est une industrie. C'est l'industrie agricole, il ne faut pas les oublier dans les secteurs industriels. Ce sont majoritairement des émissions non énergétiques. L'énergie est importante, mais les autres types d'émissions sont importantes. La grande diversité des sous-secteurs et le grand nombre d'entreprises va aussi être une difficulté pour agir parce que dans le secteur industriel, étant donné la diversité, il va falloir trouver des solutions qui correspondent à chacun des joueurs. Surtout dans le secteur manufacturier, parce qu'on a un très grand nombre de joueurs avec des émissions relativement faibles parce que leur intensité énergétique est plus faible, mais tout le monde devra faire des efforts et faire des gains. Et en dernier constat, les émissions de la biomasse sont importantes. On a mentionné 10 millions de tonnes environ. Les principales pistes de réduction
travailler sur la chaleur. On a mentionné la compression de la chaleur, mais on a aussi la chaleur, le solaire thermique pour être jusqu'à un certain point une piste de solution. Valoriser la chaleur, les rejets de chaleur dans différentes industries devraient être faits. On a des secteurs, une attention particulière à poser sur les matériaux de structure, le ciment, l'acier et l'aluminium, trois secteurs clés pour le Québec qui sont extrêmement importants, qui sont associés à des structures, autant dans nos infrastructures que nos bâtiments, que nos routes. On a besoin de ces éléments-là. Et ce sont des secteurs qui, aujourd'hui, sont des grands émetteurs de gaz à effet de serre. Il va falloir particulièrement travailler sur ce secteur-là parce qu'ils sont, d'un point de vue économique, très importants pour le Québec et d'un point de vue structurel pour le Québec et l'économie du Québec est important. Des pistes de réduction, comment est-ce qu'on peut amener les entreprises à réduire leur gaz à effet de serre? Il va falloir regrouper des initiatives, particulièrement pour des entreprises manufacturières ou des entreprises qui partagent des géographies communes pour justement faire de l'économie circulaire. Il va falloir regrouper des initiatives, trouver des manières communes de trouver des solutions, passer au-delà des intérêts compétitifs que tout le monde a de manière complètement légitime pour faire du partage d'informations à échelle plus restreinte pour justement qu'on puisse regrouper et avoir des économies d'échelle dans la transition énergétique qui est nécessaire. Et en agriculture, il y a une gestion du méthane et des engrais qui est à faire et qu'il va falloir la faire de manière impérative si on veut le faire, si on veut réaliser notre transition énergétique. La dernière graphique que je vais vous montrer n'est pas issue de notre rapport, mais il est issu d'un rapport Donsky réalisé par la firme Esmia qui vous montre en fait le coût marginal de réduction dans différents sous-secteurs industriels. Donc on a en agriculture et les déchets, vous voyez ici, on a 10 millions de tonnes de ces secteurs-là qu'on a estimé pouvoir éliminer ou réduire ces émissions de gaz à effet de serre, 10 millions de tonnes à un coût sous les $50, environ $45 par tonne de gaz à effet de serre. Ce sont des secteurs ici donc qui sont les plus abordables d'après cette analyse-là. Et donc, jusqu'à un certain point, ça serait un peu idiot de ne pas profiter du méthane en grande partie qui s'échappe du secteur des déchets en agriculture, qui nous permettrait d'avoir du gaz naturel renouvelable qu'on pourrait réinjecter dans notre réseau et donc utiliser pour servir des procédés industriels ou de chauffage ou en transport. Et c'est un petit peu un ordre de priorité. Vous voyez, en industrie, on a différents coûts qui augmentent et on a toute une augmentation des coûts marginaux qui sont présentés là. Le temps manque, mais ici vous avez le rapport, le site internet duquel vous pouvez télécharger le rapport. Et je tiens donc à vous remercier de votre attention. Et je vais maintenant passer aux questions en lisant les questions que vous m'avez envoyées. Il y a plusieurs commentaires qui ont été faits ici. Alors je ne vais pas pouvoir répondre en ligne à tous les commentaires. Mais il y a différents commentaires et questions ici. Alors, de Felipe Soto, quel est le potentiel de l'énergie géothermique comme alternative à la combustion dans les principales industries productives de GES? Bonne question. La géothermie peut être une source de chaleur. Au Québec, on n'a pas de source géothermique évidente comme en Islande, par exemple, où on a des sources d'eau, de vapeur, d'eau chaude extrêmement importantes. Donc, la géothermie peut être une source, mais ça peut rentrer, ça fait partie de l'éventail technologique. Je suis pas un expert de la géothermie. Je pense que c'est à considérer. Je sais qu'à Polytechnique, il y a des projets justement de thermopompes basés sur la géothermie pour pouvoir justement générer de la chaleur de manière extrêmement efficace. Donc c'est à développer et donc ça va être à faire. Une autre question de Hugo Delpha, si on inclut les émissions non comptabilisées issues de la biomasse dans les inventaires, le Québec a-t-il réduit ses émissions? La réponse ça serait oui, parce que c'est des réductions d'émissions qui sont dans tous les secteurs et donc en fait on faudrait voir si elles ont véritablement augmenté les émissions de la biomasse, mais ça n'a pas été augmenté particulièrement. À ma connaissance, les émissions issues de la biomasse n'ont pas augmenté particulièrement ces dernières années.
quelle est la date pour le volet 2 du rapport? Donc, merci de poser la question. Pour le volet 2 du rapport, c'est un horizon de jusqu'à 12 mois. C'est pas dans les prochaines semaines, ça va être dans les prochains mois. Euh, on a ici une question de Yannick Sternon. Si les émissions de GES des sites d'enfouissement étaient assujetties au SPED, est-ce que cela favoriserait l'économie circulaire? Peut-être, mais en fait, il faut savoir que pour les sites d'enfouissement, le gouvernement a une interdiction de l'enfouissement de la matière organique qui, en fait, est plus un vœu qu'un décret ou une loi. Mais avec le développement des centrales de biométhanisation au Québec, on va, en théorie du moins, enfouir de moins en moins de matière organique et on va valoriser directement à travers la biométhanisation le méthane qui est issu de la combustion. Donc, même si ce n'est pas inclus dans le SPED et le marché du carbone, on a déjà des incitatifs à avoir une certaine économie circulaire avec une valorisation de la matière organique pour la création de biométhane. Est-ce que la bourse du carbone est susceptible de favoriser la progression de la réduction des GES au Québec? Une question de Denis Cochon. Oui, évidemment. Aujourd'hui, le prix de la tonne de carbone est de 23 $. C'est certain que c'est encore trop peu pour amener et induire des changements radicaux dans notre usage de l'énergie, mais ça va augmenter, notamment au niveau des industries. L'allocation des droits d'émission va se faire de moins en moins gratuitement, du moins c'est le plan du gouvernement, c'est ce qui est discuté sur la table à partir de 2023, donc il va y avoir une réforme des allocations gratuites. Et il y aura des nouveaux budgets, des nouveaux mécanismes d'accompagnement qui vont pouvoir aider les industries pour faire cette transition énergétique et de procéder pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il est midi, je vais clore le webinaire ici. Je vous remercie de votre participation. Je m'excuse de ne pas avoir répondu à toutes les questions et d'avoir lu tous les commentaires, mais sachez que je vais lire tous les commentaires et je vais, dans la mesure du possible, y répondre à l'occasion de prochains échanges avec vous. Je vous remercie et je vous quitte simplement en vous mentionnant qu'il y a différents rapports qui sont à venir, notamment l'état de l'énergie au Québec, mais ça va être cette fois-ci une divulgation en janvier. On va faire le lancement de l'état de l'énergie au Québec en janvier. Et en décembre, on va voir un rapport sur la productivité énergétique en entreprise que nous allons lancer et nous allons vous revenir avec cela. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.